Donc moi, je vais focaliser mon intervention sur la désimperméabilisation d'un axe routier urbain sur la rue Garibaldi. Tout d'abord, donc, comment je vais organiser ma présentation? Je vais vous présenter rapidement l'historique de cet aménagement et les attendus. Une présentation de l'aménagement proprement dit, et puis revenir sur trois enjeux de la désimperméabilisation qu'on a déjà commencé à évoquer, tout ce qui est la nature en ville, l'eau et l'adaptation au changement climatique. Puis après, je laisserai tomber ces parties très techniques pour essayer de parler un peu plus sur ce que cette désimperméabilisation implique au niveau des services et l'approche transversale. Et puis de revenir aussi un peu sur les leviers de la désimperméabilisation ou les incitatifs, comme Pascal en a parlé. Donc, très rapidement, sur la métropole de Lyon, donc 59 communes, 1,4 million d'habitants, et juste faire un tour sur les compétences, en particulier au niveau de l'urbanisme et du cadre de vie. Donc la métropole est compétente sur la voirie, le nettoiement et les arbres. Donc c'est important parce qu'on y reviendra au cours de la présentation. L'aménagement urbain, le foncier immobilier, la stratégie territoriale et bien sûr l'eau et la gestion des déchets. Alors, une particularité aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les 3300 km de réseau, on est essentiellement sur des réseaux unitaires, puisqu'ils représentent 1800 km de réseau. Alors voilà, pour passer sur cette partie de Garibaldi, de cette rue Garibaldi, donc c'est une rue qui est assez longue, qui fait 3,8 km, qui va du nord, qui est un axe qui permet de relier le nord de la ville au sud, qui a été aménagé depuis le début comme, vous pensez, comme une autoroute urbaine. Et tout à l'heure, Élodie, tu parlais des trémies, donc c'est typiquement cette photo où, pour les croisements routiers, donc il y a une partie de la route qui passe en dessous et une partie au-dessus. Donc, sur cet aménagement, une réelle coupure entre la partie ouest de l'agglomération et la partie est dans laquelle on va retrouver le centre historique de la ville. On se retrouve avec sur la partie centrale, ici sur le 3e arrondissement, avec à peu près 30 000 véhicules jour, alors, ce qui est important pour une agglomération comme Lyon. Très peu de transports en commun sur cet axe-là, essentiellement des traversées, pas de partie longitudinale. Et puis, donc, vous voyez des photos, hein, très peu de place pour le vélo et les piétons. Donc, dans les années 90, la partie nord a commencé à être aménagée avec une volonté de travailler sur l'ensemble du linéaire. D'où une deuxième tranche qui a été faite dans les années 2000 et en début des années 2010. Donc, sur cette deuxième tranche, le programme qui a été rédigé avant les aménagements orientait clairement ce réaménagement vers la transformation de cette autoroute urbaine, entre guillemets, en une rue de quartier. Donc, c'était l'objectif principal, et donc de combattre tous les défauts dont j'ai précédemment parlé. Donc, essayer de relier les quartiers est et ouest, de transformer la voirie en une voie apaisée. Donc, voie apaisée, donc, ce qui implique le développement de tous les nouveaux modes de mobilité dans la ville, hein, les piétons, les vélos, les transports en commun, de reconquérir donc des espaces publics, favoriser la lisibilité et l'accès aux grands équipements, embellir la ville par un aménagement paysager et puis réaliser des aménagements accessibles à tous. Donc ça, c'était clairement ce qu'on va retrouver dans le programme, hein, les grands objectifs. Donc juste ce qu'on peut remarquer dans ces objectifs, c'est que explicitement, la gestion de l'eau n'est pas dans ces objectifs. Alors on va la retrouver de façon implicite via la reconquête des espaces publics, dans la partie paysage, etc. Mais initialement, ce n'était pas forcément un des objectifs. Alors bien sûr, ces projets-là ont fait l'objet d'une concertation. Moi, j'ai appelé concertation typique d'un grand aménagement public,
avec des premières réunions où on a commencé à expliquer aux habitants ce qui allait être fait en mai 2010, et puis après focaliser sur des ateliers un peu plus spécifiques, là aussi des ateliers publics avec des ateliers sur l'espace public, sur le déplacement et le stationnement, sur l'environnement. Et sur l'environnement, on retrouvait la problématique qualité de l'air, la problématique du bruit et la problématique des îlots de chaleur. Mais toujours pas la gestion de l'eau dans cette partie environnementale. Quelques balades urbaines qui ont été faites avec des citoyens et des associations sur le tracé pour voir les aménagements qui avaient été faits. Et puis, de nouveau, des réunions publiques avec des ateliers en fin 2010 et 2011. Et là, c'est la première fois où on voit apparaître sur quelques esquisses des jardins d'eau qui ont été proposés par les premiers aménageurs et les architectes qui ont travaillé sur cette partie-là. Et puis octobre-novembre, donc une enquête publique avant de démarrer les travaux en 2013. Alors pourquoi je dis que c'est un processus de concertation typique? C'est parce que toute cette concertation a essentiellement été faite pour conduire une enquête publique sans trop de difficultés, avec à essayer de limiter au maximum la contestation sur ce projet-là. Et on est loin de la concertation ou de la co-construction, comme on voit sur les ruelles bleu-verte à Montréal. Voilà, donc ça, ces ruelles bleu-verte aussi, c'est intéressant pour prendre des idées et voir ce qu'on peut faire plus sur la co-construction avec les citoyens. Donc sur l'aménagement, concrètement, je vais juste zoomer sur une partie de l'aménagement en face de l'auditorium. Donc vous voyez que c'est des aménagements sur lesquels on voit tout de suite, dès les premiers plans, beaucoup de végétation, des espaces publics qui sont assez larges, hein, comme le montrent les deux coupes derrière, et on répond bien aux objectifs qui étaient de faire des promenades piétonnes, on voit sur la partie est ici, des pistes cyclables ou une piste cyclable à double sens, de limiter très fortement la circulation, puisqu'on va passer plus qu'à 3 voies de circulation centrale, et puis faire passer les bus avec des voies de bus en site propre et d'aménager des grands trottoirs. Sur la coupe aussi, vous pouvez voir qu'on a supprimé la partie trémie et tout le monde a été remis, tous les usages sont remis au même niveau. Donc, c'est les notions de sol facile qui ont été développées par les aménageurs en chef, et de casser cet urbanisme de dalles qui a été fait sur le quartier de la Part-Dieu, où il y avait une séparation des usages dans l'espace avec les piétons qui passaient sur des passerelles surélevées et les voitures qui occupaient toute la partie sur le sol. Voilà grossièrement le projet d'aménagement qui a été fait sur le quartier. Là, je voudrais revenir sur les enjeux de la désimperméabilisation. Alors, sur ces enjeux de la désimperméabilisation, le premier enjeu, c'était de pouvoir revégétaliser et désimperméabiliser l'espace minéral qu'on avait dans le quartier. Alors, dès les études d'aménagement, cette question de désimperméabilisation et de revégétalisation est apparue autour de la nature en ville, avec 5 points que j'ai tirés texto des études. C'était travailler sur les écosystèmes comme vide structurant. Alors là, en général, quand on fait de l'urbanisme, le vide, c'est quelque chose de résiduel. Et l'aménagement se fait à partir des bâtiments, l'urbanisation, à partir des bâtiments, à partir du plein. Donc l'idée sur le réaménagement de cette rue Garibaldi, c'était vraiment que l'écosystème et la nature viennent prendre la place du vide structurant et que l'aménagement se fasse autour de cette nature. On voulait bien sûr que les écosystèmes donnent une identité au lieu et que ces écosystèmes soient source de sensorialité. Alors, source de sensorialité, c'était que la nature en ville, c'est quelque chose d'apaisant et qui peut donner du plaisir aux 5 sens, aussi bien à l'ouïe avec les oiseaux, le vent qui va passer dans les arbres,
la partie olfactive avec, alors là aussi, on a commencé à retrouver les notions de pluie et d'humus qu'on devait retrouver autour de cette végétation. Et puis, d'autres points comme introduire les écosystèmes dans l'urbain. Et là, de nouveau, on a retrouvé la question de l'eau avec l'infiltration de l'eau, la phytoépuration, etc. Et puis, amener aussi ces écosystèmes au service de l'homme. Alors, c'était intéressant, je trouve, écosystème au service de l'homme, parce qu'on voit apparaître derrière la notion de solutions d'adaptation fondées sur la nature dont on a parlé. Alors même si ces solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe, je pense, de ce dont on a l'habitude de parler aujourd'hui. Et ces solutions d'adaptation sur la nature font l'objet de définitions très précises par l'UICN. Il faut qu'en même temps on réponde à des enjeux humains. Il faut réactiver le micro d'Hervé. On t'entend plus, Hervé. Il y a une petite manip, on t'entend plus. Non, il faut que tu remettes ton micro. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça marche. Oui, ça a été. J'ai eu une coupure. Donc c'est bon, c'est reparti là. C'est revenu. Je suis revenu. Je repartage mon écran. Ok. Tac. Tac. Et je me remets en. C'est les joies du direct. C'est ça. Okay. Donc c'est reparti là. Donc Oui. je ne sais pas où ça a coupé, mais je disais que les écosystèmes au service de l'homme, c'était quelque chose que je trouvais intéressant dans les études, puisque ça fait appel aux premières, sans le dire, donc aux solutions d'adaptation fondées sur la nature dont on a parlé. Solutions d'adaptation fondées sur la nature, je disais aussi que c'est quelque chose d'un peu plus complexe que simplement mettre de la végétation dans la ville, puisque ça doit répondre à un enjeu de société, lutte contre les îlots de chaleur, limitation des inondations, en même temps qu'on restaure un écosystème. Donc il y a cette notion de restauration d'écosystème qui est important. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette notion de solution d'adaptation fondée sur la nature, ça a été mis très fortement en lumière à partir de 2009 par l'UICN, et que là, le projet Garibaldi, ces études, c'est aussi 2008-2009, donc on est en pleine émergence de ces solutions fondées sur la nature. Alors donc, premier enjeu, la question de la végétation, des écosystèmes, on parlait du sol, donc là aussi dans les études, on a bien mis en évidence le besoin de restaurer un sol vivant pour permettre la gestion de l'eau et le développement des écosystèmes. Et alors sur le deuxième enjeu, c'est autour de l'eau, à partir de la végétation. Et donc cette eau-là, comment on essaye de retrouver un cycle naturel et de repenser cette eau comme une ressource et pas forcément comme un déchet. Donc, sur la rue Garibaldi, comment cette gestion de l'eau a été pensée? Alors, on a divisé l'espace en trois. Une partie où on va retrouver la voirie, donc où les eaux sont potentiellement polluées par les hydrocarbures, les métaux lourds, etc. Donc, les eaux sont récupérées et partent directement dans le réseau unitaire. Le deuxième espace qui a été pensé, c'était tout ce qui est mode de déplacement actif, donc les trottoirs piétons et les parties pistes cyclables sur lesquelles on va récupérer les eaux pluviales qui vont être infiltrées dans des noues pour servir directement à la végétation. Et puis, une partie de ces espaces-là aussi qui sont imperméabilisés, mais qui ne sont pas en liaison directe avec les noues. Donc l'eau est récupérée et va être envoyée dans un bassin enterré, imperméable, dans lequel on va pouvoir stocker l'eau de pluie. Et le troisième espace, c'est les voies bus, donc qui sont des espaces un peu mixtes, pendant lesquels, au printemps, en été et en automne, donc les eaux sont récupérées et envoyées dans le bassin enterré. Et en hiver, où il peut y avoir des problèmes de neige ou de verglas et qu'il y a un salage potentiel de ces zones,
Donc, on a un système qui permet d'isoler le bassin enterré et les eaux de ruissellement, les eaux pluviales vont directement dans le réseau unitaire. Alors, ce qui est un petit peu novateur aussi, c'est que les eaux qui sont stockées dans ce bassin sont réutilisées ou peuvent être réutilisées pour deux objectifs, l'arrosage des espaces verts de la ville de Lyon et l'utilisation dans les balayeuses de voirie pour nettoyer les routes. Donc, voilà le mode de fonctionnement. Alors, juste sur l'eau, en quelques chiffres très rapides, le coût a été de cet aménagement 4,6 millions d'euros. Alors, c'est du TTC. Alors, c'est énorme parce que ça comprend toute la construction, par exemple, du bassin enterré, donc, qui a été intégré dans cette eau-là. Donc, ça a demandé des gros travaux d'infrastructure, casser des choses, remblayer. Donc, ça, c'est compris là-dedans. Les plantations et des réseaux qui ont été repris. Donc, il y a une aide importante de l'Agence de l'eau aux alentours de 2 millions. L'ensemble de l'ouvrage, des ouvrages ont été dimensionnés pour des plus de 30 ans et la surface d'apport dans ce bassin représente environ 6 hectares avec un bassin qui fait 1300 mètres cubes. Alors, je me suis intéressé aussi à la désimperméabilisation pure et dure, parce qu'on en parlait peu et le bilan n'avait pas été fait sur ce projet-là. On était essentiellement sur la déconnexion des eaux pluviales et sur la surface de la rue Garibaldi. La désimperméabilisation est somme toute peu importante, puisqu'on est sur à peu près 10% de l'espace minéral qui a réellement été revégétalisé. Alors, ce 10%, c'est des choses que je retrouve pas mal quand je regarde ce qui se fait sur les voiries. Faut bien penser que toutes ces voiries, elles ont un usage de déplacement, de vélo, de voiture. Donc, en fin de compte, on n'a pas tant d'espace que ça sur les voiries pour désimperméabiliser. Alors, on peut déconnecter les eaux pluviales, mais pour la désimperméabilisation, c'est un peu plus compliqué. Pour aller plus loin, donc une des premières questions qui s'est posée, c'est OK, on récupère des eaux de pluie pour utiliser, mais ces eaux de pluie doivent être complètement polluées, c'est dangereux, on va se retrouver avec plein de bactéries, etc. Donc, on fait un suivi depuis 2017, on a fait 2019, 2020, 2021, avec des prélèvements. Donc là, on est dans les zones techniques avant l'entrée du bassin. Donc, on prend de l'eau, on a regardé ce qui se passait 2 fois par an. Alors, effectivement, on a quelques traces, mais très faibles, de coliformes et streptocoques fécaux. Et là, c'est tout à fait explicable, c'est parce qu'il y a des chiens qui sont sur le trottoir avec des déjections canines. Donc, forcément, on va retrouver quelques coliformes dans le bassin. On a retrouvé une fois ou deux des endotoxines bactériennes, voilà, mais à des niveaux très, très faibles, de quelques unités pour 100 millilitres. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça existe. Par contre, on est assez satisfait parce qu'on trouve aucun composé organique volatile, aucun PCB, pas de HAP, des choses qui sont un peu bizarres, des traces de diuron qui sont un désherbant et l'AMPA, donc un produit de dégradation du Roundup. Alors, c'est étonnant d'en retrouver parce que nos collègues de la ville de Lyon qui s'occupent des espaces verts, parce que je vous ai dit, la métropole de Lyon n'a pas cette compétence espaces verts, n'utilise plus depuis des années des pesticides. Alors, est-ce que c'est nos collègues de la voirie, de la métropole qui en utilisent peut-être un petit peu pour désherber? Est-ce que c'est des choses qui arrivent par l'atmosphère, des traces qui resteraient dans les sols? Enfin bon, voilà, on en retrouve. Et ce qu'on retrouve aussi, mais à des concentrations assez faibles, c'est systématiquement de l'aluminium et du fer. Donc là aussi, qui s'explique sûrement par l'eau de ruissellement en ville qui va passer sur des choses qui sont métalliques et une dégradation. Voilà. Donc ça, c'est sur la gestion de l'eau. Et puis le troisième enjeu, c'était l'adaptation au changement climatique. Et Pascal l'a un peu évoqué, c'est la mise en place de capteurs et de suivi de mesures. Donc les NOU qu'on a installés sont suivis depuis 2018 avec des bureaux d'études privés et des chercheurs qui nous aident aussi. Donc on mesure au niveau des arbres, vous le voyez ici, la température et l'humidité. On a des sondes aussi qui permettent de mesurer l'activité évapotranspiratrice, de faire leur photosynthèse, si la sève va circuler. Donc là, j'ai interverti les deux légendes, mais on a des sondes tensiométriques pour mesurer l'humidité du sol et il y a des vannes d'arrosage dans la noue de la végétation qui sont complètement connectées.
Alors pourquoi tout ça? Parce que l'idée, c'était, avec l'eau de pluie qu'on va récupérer, c'est d'arriver dans les périodes de canicule à forcer l'évapotranspiration des arbres. Donc, vous savez que la végétation, quand il fait très chaud, arrête son évapotranspiration, les stomates se ferment et il ne se passe plus rien. Donc là, ce qu'on a fait depuis 2018, en période de canicule, on réarrose les arbres et on regarde ce qui se passe. Et on essaye de mesurer des gains de température. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit sur la première courbe qui est en haut, donc on a des arbres qui sont non arrosés, sur lesquels on fait les mêmes mesures. Donc, on voit bien qu'en période de canicule, qui sont ici, l'activité de l'arbre, la croissance de l'arbre s'arrête, donc pas d'évapotranspiration. En revanche, quand on commence à arroser, sur les arbres qui sont arrosés, sur lesquels on mesure l'activité, on voit systématiquement une reprise ou l'activité de croissance qui continue, donc ça veut dire qu'il y a de l'évapotranspiration. Et alors, tout ça, ça a été vérifié donc, par les mesures qui se font au niveau de la température. Donc, on a comparé, on a 4 secteurs, S1, S2, S3, S4. S1, donc au niveau des nous qui sont arrosés, et les autres qui ne sont pas arrosés. Donc, on a regardé ce qui se passait sur une moyenne de 24 heures, et puis sur l'autre colonne, ici, à droite, des gains moyens que sur une partie de la journée, entre 3 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Donc, ce qu'on voit systématiquement, dès qu'il y a un arrosage de la végétation, on va se retrouver au niveau de sous la canopée et sous la végétation, avec des gains en degrés Celsius qui peuvent aller de 0,4 à 3,1 degrés Celsius. Donc ça, c'est pour la température réelle, mesurée. Et l'exercice a été fait aussi avec des systèmes d'estimation de la température ressentie. Et on est à peu près de l'ordre d'une dizaine de degrés. Et c'est des choses qu'on va essayer d'approfondir un peu plus à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est des premiers résultats qui sont assez intéressants. Voilà, donc si j'essaye de prendre un peu de la hauteur sur ces parties-là, alors là aussi, ce n'est pas une nouvelle. Quand on parle de la désimperméabilisation, on parle forcément d'une approche transversale. En effet, donc on voit que l'eau traverse différentes disciplines, que ce soit le paysage, que ce soit l'urbanisme, sur lequel à l'échelle du quartier, il faut arriver à réfléchir à la gestion de l'eau, au niveau de l'architecture, où les architectes dans leurs bâtiments doivent intégrer cette gestion de l'eau et quand ils font un aménagement public, comment ils intègrent ou comment ils jouent avec cette eau-là. L'eau, bien sûr, avec l'écologie, ça va sans dire, c'est la base du fonctionnement du biotope. Et puis, on va se retrouver aussi avec cette eau en lien très fort avec la santé humaine sur les îlots de chaleur. Et donc, je ne parle pas de l'hydrologie urbaine, de toutes ces disciplines. Donc, un des points forts de Garibaldi, c'est que dans toutes les études qui ont été faites, on a retrouvé ces différentes disciplines, que ce soit au niveau des bureaux d'études qui ont travaillé ou au niveau des chercheurs qui sont aussi intervenus dès le départ de temps en temps sur ce projet. Donc, au-delà de cette transversalité des disciplines, il va falloir aussi, ça va avoir un impact direct sur l'organisation des services urbains qui vont devoir travailler ensemble, en particulier au niveau de nos collègues de la propreté sur lesquels travailler sur ce type d'ouvrage de gestion des eaux pluviales à la source ou sur la désimperméabilisation va avoir un impact directement sur eux s'ils vont passer plus de temps pour nettoyer ces espaces. En effet, c'est plus compliqué, c'est des espaces qui se nettoient à la main et on ne peut pas forcément passer avec des balayeuses. Au niveau de nos collègues de la voirie, ça va demander des aménagements aussi sur lesquels ils ne sont pas habitués à travailler. Et donc voilà, donc on va se retrouver souvent avec parfois quand on dit des besoins de transversalité, c'est parce que clairement, il y a des conflits d'intérêts entre ces différents services. Donc ça réinterroge beaucoup tous ces services urbains. Et quand on parle donc de l'organisation des services, ça va sur les projets depuis la conception, bien sûr, jusqu'à la réalisation. Et là, typiquement, je vous ai montré un exemple de quelque chose qui n'a pas suffisamment été concerté. C'est par exemple, donc on ne voit pas bien, mais sur l'espace rouge, là, dans le cercle rouge, vous voyez, c'est les 2 bornes de puisage.
une borne de puisage pour les espaces verts de la ville de Lyon et une borne de puisage pour nos collègues de la propreté pour les balayeuses. Voilà, le positionnement de ces bornes n'a pas forcément été travaillé en transversalité à la conception et à la réalisation. Elles n'ont pas été mises tout à fait aux endroits où il fallait. Donc, on va se retrouver forcément avec des ouvrages dont l'utilisation ne va pas être optimisée et quelque chose qui aurait pu être un peu plus réfléchi. Et quand on parle de cette approche transversale, donc de la conception à la réalisation, il faut aussi intégrer la gestion. Hein. Et sur cet espace de gestion, on va se retrouver avec deux collectivités qui vont travailler. La ville de Lyon pour tout ce qui est les espaces verts, qui interviennent sur ces espaces verts, et la métropole qui va intervenir sur toute la gestion autre que l'espace. Donc, quand on regarde, on a 5 services qui sont là. Les espaces verts, donc la ville de Lyon qui va intervenir sur les massifs. À la métropole de Lyon, nos collègues qui interviennent sur la gestion des arbres. Les collègues qui interviennent sur la propreté. Et au niveau de la direction de l'eau, on va se retrouver avec plusieurs services. Des gens qui vont travailler simplement sur les réseaux et des collègues qui travaillent en général dans les usines, puisque dans tous nos ouvrages, enfin dans l'ouvrage de récupération des eaux pluviales, on va se retrouver avec de l'électromécanique. Donc, ça fait intervenir pas mal de personnes autour de ces espaces-là. Donc, il faut absolument qu'on retravaille sur une gestion un peu globale, un peu concertée, transversale. Ça, je pense que toutes les collectivités aujourd'hui qui travaillent sur la désimperméabilisation sont confrontées à cette problématique. Donc, qui dit transversalité du multi-acteur, hein, donc je mis aussi la gestion qui est faite entre tous ces acteurs dont on vient de parler, hein, avec du contrôle de fonctionnement hydraulique. Est-ce que le système marche bien ou pas, avec des contrôles de réseau qui se font une fois par an, les grilles qui sont aussi contrôlées, les désableurs avant les ouvrages qui, là aussi, sont travaillés, les vannes d'hivernage. Donc, les vannes d'hivernage, c'est les vannes qui permettent d'éviter que l'eau de ruissellement de la voie bus arrive dans le bassin. Donc, si les premières là, sont le contrôle des réseaux grilles sont travaillées par nos collègues de la direction de l'eau, les vannes d'hivernage sont gérées par les collègues de la voirie. Au-delà de ce contrôle de fonctionnement régulier, donc il y a curage des ouvrages, curage des grilles, des sableurs, des collecteurs, et puis un entretien courant de la végétation qui se fait au minimum 2 fois par an, donc qui demande quand même pas mal d'entretien. Et puis, je n'ai pas parlé de la propreté, mais c'est quotidiennement où le service de propreté passe pour nettoyer les déchets qu'on va retrouver dans ces espaces-là. Et donc, bien sûr, tout ça a nécessité la rédaction d'une convention. C'est important pour bien fixer le qui fait quoi, qui intervient, comment. Voilà. Donc là, je pense que c'est peut-être là aussi un des messages de la désimperméabilisation, c'est qu'il y a sûrement des choses à optimiser. Et au lieu de travailler par service et par silo, peut-être travailler sur des espaces et arriver à mixer un petit peu les métiers. On parlait aussi des incitatifs et des leviers de la désimperméabilisation. Donc, le levier peut-être le plus important qu'on est en train d'appréhender aujourd'hui, c'est cette notion qui est très intéressante de solution d'adaptation fondée sur la nature, hein, qui fait appel au cadre de vie et à la nature, donc qui va intéresser directement le citoyen et qui est concerné par cette partie-là. Si on lui dit qu'il va être dans un cadre de vie plus sympathique, forcément, on l'emmène avec nous. La question de la nature en ville aussi, c'est quelque chose d'important, puisqu'il y a de plus en plus de besoins et de nature en ville, hein, surtout quand on est dans des périodes de confinement où les gens peuvent difficilement sortir. Et puis, là, cette notion donc, de limitation des îlots de chaleur ou de retrouver des îlots de fraîcheur urbains, donc là aussi, forcément, on emmène le citoyen avec nous. Et là, on se rend compte quand on discute avec eux qu'ils comprennent bien plus vite l'intérêt de la gestion de l'eau dans ces espaces ouverts à la source, quand on leur parle cadre de vie, limitation des îlots de chaleur, plutôt que quand on leur parle gestion des eaux de ruissellement. Ça ne leur parle pas du tout.
il y a le réseau d'assainissement qui est là pour récupérer les eaux, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, ce levier de la désimperméabilisation là est beaucoup plus intéressant quand on leur parle de choses qui les intéressent, îlots de chaleur, cadre de vie, plutôt que simplement de la gestion des eaux de ruissellement pour désimperméabiliser. On a évoqué alors quelque chose qui marche bien aussi au niveau du citoyen hein, sur le levier de la désimperméabilisation, c'est la réglementation. Alors, depuis plusieurs années, au niveau de la métropole à Lyon, on a un règlement d'assainissement qui dit que pour toute nouvelle construction, la collectivité refuse aujourd'hui, sauf cas contraire, de récupérer les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement unitaire. Donc, forcément, chaque fois qu'il y a une maison qui se construit ou des bâtiments, donc le propriétaire est obligé de réfléchir à sa gestion des eaux pluviales. Et puis, le PLU intercommunal, hein, là aussi, impose aujourd'hui des coefficients de pleine terre, 20% de pleine terre. Donc, chaque construction, donc on va retrouver de la terre dans laquelle, sur la parcelle, on va pouvoir infiltrer les eaux pluviales. Donc, cette partie réglementaire, c'est vraiment quelque chose aussi de très, très fort. Et puis, au niveau des collectivités, il y a des moyens, un petit levier de la désimperméabilisation. Donc, c'est les aides financières qu'on va retrouver avec l'agence de l'eau. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait bouger un peu les lignes. Et puis, quelque chose qui n'est peut-être pas encore assez pris en compte aujourd'hui, c'est le coût global. Donc, on voit bien avec cette notion de coût global, hein, les travaux qui ont été faits par le GREC, qui ont été faits par la métropole aussi, et par d'autres collectivités, quand on compare le coût de gestion des eaux via des tuyaux par l'émetteur, on va dire, traditionnel, ou la gestion par toute cette technique un petit peu avec des solutions fondées sur la nature, la désimperméabilisation, on se rend compte que le coût d'investissement et le coût de fonctionnement est beaucoup, beaucoup moins important quand on est sur de la désimperméabilisation. Donc, c'est un levier aussi qui est encore peu utilisé, mais sur lequel je pense que les élus, du moins la métropole, sont de plus en plus sensibles. Et puis, juste pour finir sur les perspectives, aujourd'hui, cet enjeu de désimperméabilisation sur la métropole de Lyon, c'est devenu un enjeu prioritaire pour les élus avec le changement de municipalité. Et il y a une demande très, très forte de mettre en place une stratégie de désimperméabilisation, une désimperméabilisation, déconnexion, parce que ça va ensemble, des eaux à l'échelle de la métropole. Et donc là, il y a deux axes d'intervention. Un premier axe qui est sur la ville en extension ou la ville en reconstruction. La ville en extension, à mon sens, on ne peut pas parler de désimperméabilisation puisqu'on va aller prendre de nouveaux espaces, donc on peut plutôt travailler sur de la déconnexion. Par contre, la ville en reconstruction, sur des gros projets, sur des AC, sur des PUP ou d'autres projets urbains à l'échelle d'îlots, là, on a la réglementation qui fait très, très bien son travail sur la désimperméabilisation. Donc, c'est des choses qu'on a regardées aussi au niveau de la métropole depuis 5 ou 6 ans. On voit très bien que le PLU il est super efficace pour les 20% de coefficient de pleine terre. Donc là, ça désimperméabilise sur les quartiers pour tout le foncier qui est privé. Et le règlement d'assainissement qui appuie ça aussi fait que la désimperméabilisation, elle se fait via le règlement. Alors, la métropole de Lyon s'applique aussi cette réglementation quand elle est sur des espaces de voirie, mais on a beaucoup, beaucoup plus de place, hein, beaucoup plus de difficultés, je veux dire, à arriver à désimperméabiliser beaucoup. On tourne en général autour de 20%. Hein, quand on refait une voirie, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la voirie, ça sert aussi à se déplacer et on ne peut pas limiter trop la circulation et faire des espaces de végétation trop importants. Donc, on est bloqué un petit peu par l'espace hein, sur la voirie. Alors, sur des places, c'est un peu différent, mais sur la voirie, on est vraiment très, très confiné. Et donc, le deuxième axe, qui est l'axe peut-être le plus important, c'est sur la ville qui existe déjà, là, et sur laquelle on n'a pas forcément d'action d'urbanisation ou d'action de rénovation urbaine.
Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on est en train de partir sur une expérimentation de réaménagement, en particulier des fosses d'arbres. Donc, la métropole de Lyon est engagée dans un projet financé par l'Europe, un projet LIFE qui s'appelle le projet Artisan et qui vise à développer toutes les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, on propose déjà de tester, d'expérimenter sur ce réaménagement de fosses d'arbres. Je vous montrerai des exemples de à quoi ça peut ressembler et donc de travailler sur la limitation là aussi des îlots de chaleur urbaine, sur la gestion des eaux pluviales, donc pour répondre aux enjeux de la population, aux enjeux sociétaux, et puis deuxième temps de restaurer des écosystèmes. Donc, si cette expérimentation marche bien, donc là aussi, on va instrumenter, essayer de mesurer et d'objectiver ce qu'on va faire. Si ça marche bien, c'est de partir sur la mobilisation citoyenne, ce qui est très peu fait aujourd'hui à Lyon sur ces espaces-là, de trouver des espaces démonstratifs et puis de s'appuyer sur les citoyens pour qu'ils nous proposent des espaces à désimperméabiliser. Là aussi, on n'en est qu'au début, c'est la période de réflexion, ça n'a pas encore été mis en place. Et puis, là aussi, si l'expérimentation marche, c'est d'arriver à développer ça systématiquement dans les services métropolitains. Et on est vraiment sur la même démarche que ce qui se fait au Québec, et ce dont parlait Pascal, c'est de passer du système de site pilote, entre guillemets, à un site qui va être standardisé et qui devra être développé sur l'ensemble du territoire. Puis on continue donc dans les perspectives, ce partenariat très fort avec la recherche pour asseoir toutes les connaissances sur la gestion de l'eau et sur la gestion des ouvrages. On peut citer des projets comme le développement de capteurs à bas coût pour installer dans les noues, en particulier pour suivre le vieillissement de ces noues, pour avoir des systèmes d'alerte en cas de débordement. Et puis un projet de thèse aussi avec la recherche, avec l'INSA, là aussi pour voir comment on travaille sur la gestion, sur ces capteurs à bas coût et comment on peut partir vraiment sur du développement de ces techniques. Et puis le dernier point, donc c'est la mobilisation des élus, mais là je pense que c'est largement parti là aussi avec le nouvel exécutif, où il y a un comité de désimperméabilisation qui va se monter. Et ce qui est intéressant, c'est que ce comité va regrouper les 5 vice-présidents, vice-présidents à l'eau, à la biodiversité, à la voirie, à l'urbanisation, et puis tout ce qui concerne l'éducation et les collèges. Donc là, on voit que cette transversalité se retrouve aussi au niveau politique et c'est quelque chose, à mon avis, qui va donner un petit coup de fouet sur la désimperméabilisation. Et juste pour finir dans les temps, voilà quelques projets de ce qu'on a appelé les réaménagements de fosses d'arbres, essayer de désimperméabiliser et en même temps déconnecter les eaux de pluie. Donc ça, c'est des projets qui existent, des types d'aménagements à Lyon ou sur des systèmes de trottoirs ou de matériaux qui initialement étaient poreux comme du gore et devient aujourd'hui complètement imperméable. C'est de retravailler ces espaces-là, de remettre de la végétation tout autour de ces arbres avec aussi bien des strates buissonnantes que des espaces herbacés et surtout de casser les bordures pour que l'eau de la voirie, là aussi, puisse pénétrer et venir dans ces systèmes-là. Donc, c'est ce type de projet. Donc, il y a une vingtaine de pieds d'arbres qui doivent être faits dans le projet Life Artisan, donc avec des systèmes de mesure aussi au niveau des arbres, mesure de son activité, mesure de l'humidité dans le sol, et puis essayer d'avoir vraiment une objectivation de ces résultats et ce type d'aménagement qu'on voudrait voir se développer plus en ville sur les secteurs qui ne sont pas réaménagés et partir donc une fois qu'on ait un système qui fonctionne, le passer à nos collègues de la voirie ou aux collègues de l'aménagement urbain qui sont appelés à retravailler en général une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 15 ans pour refaire les bordures des arbres. Donc voilà, j'ai une petite présentation du projet Garibaldi, de la désimperméabilisation qui a été faite, et puis des perspectives.
Donc, je vous remercie pour votre attention et puis, Élodie, je te repasse la main s'il y avait des questions.